Alors, dans le projet Récif Golo, donc, les objectifs, c'était l'immersion de 3 récifs artificiels au sein d'un même site, au niveau du Trégor Golo, qui est finalement le rayon d'action de l'association Récif Golo. Avec 3 grands axes, un axe scientifique, donc utiliser ce projet pour faire des comparaisons intra-sites et inter-régions des différents processus de colonisation des structures artificielles qui soient identiques avec des protocoles scientifiques adaptés. C'est-à-dire qu'on a ces mêmes récifs qui sont émergés en baie de Saint-Malo. Donc on a une baie, la baie de Saint-Malo, dans laquelle on a déjà fait des suivis et donc déjà des connaissances sur les colonisations de ces récifs-là. Et là, l'idée, c'était de transposer ça dans une autre baie pour voir finalement quel était le processus, quelles étaient les différences de colonisation entre les différentes régions. Il y a également un gros volet, et ça c'est sur quoi on insiste, c'est le volet participatif également, avec la mise en place d'un suivi, avec un programme de sciences participatives, avec la collaboration de clubs partenaires, et notamment le Narco Club aujourd'hui qui prend le relais. Il y avait également la SUB au départ, mais voilà, un peu plus de... C'était plus compliqué pour eux de suivre sur le long terme, mais en tout cas, c'est un programme qui fonctionne. Et puis également un volet pédagogique, donc là, qui est plutôt porté par l'association Récif Golo, avec apporter des connaissances et une visibilité sur la biodiversité marine côtière par des communications ciblées en fonction de différents publics. Donc voilà, il y a vraiment ces 3 volets, le côté scientifique, le côté participatif et le côté pédagogique. Alors, pour replacer un peu ce projet dans un contexte, ça a déjà été évoqué longuement ce matin, donc je vais aller assez vite, mais la base, c'était vraiment, on n'est pas dans un objectif de production ou de protection, mais plutôt d'amélioration des infrastructures maritimes. On en a beaucoup, l'éolienne, on en a parlé, également les barrages, les corps morts de mouillage, etc. Et en fait, tout ça, on en a besoin, on en a même de plus en plus besoin, parce que on sait, la pression sur le littoral est de plus en plus forte, et les gens aiment vivre à la côte, et de plus en plus. Mais malgré tout, c'est notre travail à nous tous en tant que scientifiques de repenser finalement cette conception. On a évoqué le sujet des éoliennes, je pense que c'est un gros sujet d'actualité, pour répondre à différents services socio-économiques, protection, énergie, accès à la mer, mais limiter les impacts environnementaux que ça peut générer. Donc voilà, en lien avec les communautés d'espèces, changement d'habitat et changement de nous, on s'est basé sur l'activité de plongée en baie de Saint-Malo, qui était assez forte, et notamment sur un travail de thèse de Quentin, qui a beaucoup étudié donc, des milieux naturels. Et on s'est installé sur ces milieux naturels pour concevoir un nouveau type de mouillage, de corps mort de mouillage. Et là, dans un cadre de plongée, donc, concevoir des mouillages fixes sur des sites de plongée hautement fréquentés pour limiter finalement l'impact des ancrages, créer un point fixe, faciliter l'accès au site, l'orientation pour les plongeurs, et également finalement favoriser l'observation de la colonisation du récif artificiel par les plongeurs et faciliter la mise en place du programme de sciences participatives. Donc dans le cas du Trégor Golo, le site c'est donc en baie de Paimpol, au niveau au large du Lost Peak. C'est sorti, c'est une carte issue de la carte du Chaume, donc le site du Récif Golo est basé là-dessus. On a réalisé en mai 2022 un état initial, avant l'immersion plutôt, donc au printemps. Donc, on a utilisé pour ça la photogrammétrie, donc on développe nous au sein de la station depuis 2019. On a réalisé 2 transects de 120 mètres carrés, donc on a couvert plus de 240 mètres carrés au total. Et bon, pour ceux qui connaissent, s'il y a des questions, on pourra y répondre, mais en gros, on reconstitue via des images, une image en 3D. Et sur cette image, après, on peut appliquer finalement différents protocoles d'échantillonnage, mais de manière numérique, ce qui permet de limiter notre temps sous l'eau et parfois d'avoir une précision beaucoup plus précise. Mais surtout, conserver une image dans le temps de ce qu'il y avait avant l'immersion des récifs. Et donc pour ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, une fois le modèle réalisé, on a projeté des cadras de manière aléatoire. Au sein de ces cadras, on a projeté des points de manière aléatoire, et sous ces points, on est venu identifier chaque espèce qui était présente. Alors, la saison et la zone d'étude font qu'on a presque 60% de couverture algale, algues rouges et algues vertes, et cette forte couverture algale vient masquer finalement les espèces qui sont cachées dessous. Donc c'est aussi la limite de cet outil. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a couplé finalement ce travail de photogrammétrie à un travail également de comptage visuel, notamment pour les espèces mobiles, poissons, céphalopodes et crustacés. Concernant les récifs artificiels, donc
on a immergé 3 corps morts comme support de biodiversité locale, hein, c'était vraiment l'objectif, mais avec un objectif scientifique d'utiliser ce corps mort comme outil d'échantillonnage, à la fois scientifique et à la fois participatif. Alors, ils ont été fabriqués en avril-mai 2022 grâce à, anciennement, CTC de Caen, une école d'ingénierie qui maintenant s'appelle Builders, qui était également le chef de projet, le pilote du projet Marinef et du projet Récif, donc avait déjà pas mal de recul sur la conception, et c'est un récif qui est conçu avec les déchets coquillés issus du projet Marinef. Donc on a 20% de déchets coquillés qui sont intégrés dans la conception de ce récif. Pour le suivi scientifique des récifs, donc la méthode qui était utilisée, hein, ça reprend ce qui était aussi présenté ce matin, hein, donc un comptage poisson, donc pareil à différentes échelles de distance autour du récif, puis dans le récif. Un travail de photogrammétrie également, donc un scan photogrammétrique des récifs à chaque fois. Et ça, on a fait 3 suivis comme ça, donc 2 mois après l'immersion des récifs, donc en juin 2022, puis septembre 2023, et juillet 2023 et septembre 2023. Et également un travail de photo macro, hein, pour aider l'identification des différentes espèces. Donc une fois le modèle photogrammétrique reconstruit, on a différentes zones ciblées sur le récif, hein, des zones verticales, des zones de dévers, des trous, des failles, différentes formes. Donc ce récif, il est conçu de manière biomimétique, il a été conçu avec nos connaissances du milieu naturel, avec l'objectif d'essayer de remettre au sein de ce récif un maximum d'habitats et de micro-habitats présents dans le milieu naturel et de le réintroduire dans ce récif. C'est-à-dire que l'objectif, hein, c'est quand on étudie les différentes espèces présentes au sein de ce récif, qu'on ait une vision, finalement, assez précise de ce qu'on va retrouver à l'échelle d'un site. Donc c'est vraiment cet objet d'outil d'échantillonnage. C'est pas le sujet là, mais au sein du projet Marinef, qui a duré 3 ans, ce qu'on a vu, c'est que ça marche très bien. C'est qu'on a vraiment un parallèle quasi parfait entre ce qu'on observe sur le milieu naturel et ce qu'on va observer sur le récif. Le mimétisme est assez fort. Une fois qu'on a ciblé ces zones, ensuite on vient, donc c'est un logiciel, un PhotoQuad que nous on a utilisé, ce qui permet de calibrer, et puis ensuite on vient projeter des cadrans, projeter des points, identifier les espèces. C'est toujours la même méthode, mais appliquée à différentes échelles en fonction des réponses auxquelles on veut répondre. Ça c'est juste un petit lien, si jamais vous le souhaitez, c'est le modèle 3D de ce récif, donc là c'est en septembre 2022. Il est disponible en ligne via le lien sur Sketchfab, donc ça permet d'avoir un visuel. Vous avez juste à taper cette petite adresse, ce lien hypertexte, et vous allez ouvrir le modèle, vous allez pouvoir vous balader dedans et voir un petit peu les différentes espèces et sous différents angles. Voici les photos prises en juillet 2023, donc un tout petit peu plus d'1 an après l'immersion. On voit que finalement sur le Trégor bleu, la colonisation a été très très rapide. En moins d'1 an, on a vraiment une couverture algale très forte. On a beaucoup d'espèces qui sont installées, notamment la phalusie, hein, Phalusia mammiata, cette acidie blanche, qui n'est pas présente en baie de Saint-Malo, qu'on n'a pas sur nos récifs, mais qui est très très présent sur le récif Golo. Donc c'est un des petits marqueurs un petit peu entre nos 2 régions. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est pour vous montrer quelques résultats qui peuvent ressortir sur le projet Récif Golo. Hein. Là, si on se posait la question de quelle est la variabilité intra- et interrécif des différentes communautés benthiques, donc vraiment pour les espèces fixées au sein du récif, ce qu'on voit finalement, c'est qu'il y a une différence significative entre les failles et les autres éléments du récif. Donc, quand on regarde vraiment à l'échelle du récif, les différents compartiments au sein du récif, on voit que les failles finalement ont une richesse taxonomique beaucoup plus faible, et ça c'est lié à la présence de la phalusie. La phalusie s'installe beaucoup à l'intérieur du récif, à l'abri. C'est une espèce filtreuse, mais qui est aussi dépendante de l'hydrodynamisme. Et donc, du coup, elle est très présente dans les récifs, et c'est quasiment la seule espèce qu'on va retrouver, et c'est pour ça que la richesse taxonomique baisse. Juste, si tu peux... Ouais, merci. Et il y a également une variabilité inter-récif. Hein. Il n'y en a pas. C'est plutôt ça, c'est que l'évolution est vraiment la même sur les trois récifs. Il n'y a pas de différence majeure, en tout cas, il n'y a pas de différence significative de colonisation sur les 3 récifs. Et ça, c'est très intéressant, et nous, c'était un de nos objectifs scientifiques de s'intéresser et de s'impliquer dans ce projet Récif Golo. Hein. En baie de Saint-Malo, nous, on a immergé 6 récifs dans 6 endroits différents, mais on n'a pas réussi, par des contraintes liées au projet, à immerger 3 récifs au sein d'un même site. Et ça, pour voir si la colonisation et les différentes colonisations sont bien liées aux différents sites et aux facteurs environnementaux des différents sites, et non pas à une colonisation aléatoire.
Donc le projet Récif Golo nous permet là, en tout cas scientifiquement, de répondre à cette question. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'analyse. Là, c'est essayer de voir les différents facteurs qui peuvent expliquer la variabilité des différentes communautés. Ce qu'on va voir, c'est que la saison est assez importante. Le printemps, notamment, ressort beaucoup dans les données. Et ça, c'est notamment lié à la présence d'une forte couverture algale sur le site, qui va finalement masquer la présence des autres espèces. Et notamment les hydraires. On a beaucoup d'hydraires présents sur les récifs Golo, mais on ne les voit pas via l'analyse photo, finalement. C'est un peu la contrainte de l'étude. Et donc voilà, l'effet saisonnier est quand même marquant. Il n'y a pas d'effet récif, les 3 récifs finalement ont les mêmes communautés. Et quand on regarde, il y a une différence en termes des micro-habitats sur les failles par rapport aux autres micro-habitats. Ça concerne plutôt du coup les espèces mobiles. C'est un résultat parce qu'il y a eu des comptages poissons, céphalopodes, crustacés qui ont été réalisés. Et quand on regarde, il y a finalement pas une si forte attractivité du récif comparé au milieu naturel, parce que dans le... Je ne l'ai pas noté, mais quand on fait les comptages sur les récifs, mais on fait également les comptages sur le milieu naturel pour comparer l'attractivité et l'impact finalement de ces récifs sur le milieu naturel. La seule espèce qui a un vrai effet refuge, qui a une attractivité forte sur le récif, qui n'est quasiment pas présente, en tout cas qu'on observe beaucoup moins sur le milieu naturel, c'est le centre-labre, qui finalement trouve dans ce récif un vrai effet abri, on le retrouve. Ce qui est intéressant, on n'a pas cette différence ici, mais en baie de Saint-Malo, c'est qu'on le retrouve également l'hiver. On retrouve cette espèce au sein du récif, donc elle a vraiment pris place pour l'année. Donc ça, c'est le volet scientifique. Il y a également le volet participatif qui s'est construit en parallèle. Sur cette première année de suivi scientifique, on a mis en place le programme de sciences participatives, avec comme objectif de sensibiliser le citoyen plongeur notamment, d'informer et de partager nos connaissances sur la biodiversité marine. On a formé les différents acteurs de manière bénévole, mais en tout cas gratuite. C'était une formation offerte aux différents plongeurs intéressés, avec pour objectif d'effectuer une veille biologique sur les récifs, et ça sur le long terme, ce qu'on n'est pas forcément nous en mesure de faire, parce qu'on est souvent dépendant des financements, des différents projets. Et donc la science participative, pour nous, est l'outil permettant de faire des suivis sur le long terme. On en a parlé tout à l'heure, déjà 5 ans, moi je trouve ça déjà beaucoup, d'avoir des financements sur 5 ans. Quand on arrive à avoir des financements sur plus, c'est vraiment chouette. Mais la science participative, pour ça permet de faire des suivis avec des financements souvent moindres. Juste revenir, Michel, au cas où. Voilà. Donc l'objectif, c'est de réaliser 2 suivis, donc d'avoir au moins 2 plongées au printemps ou 2 plongées à l'automne, au minimum pendant 3 ans. Donc là, on est déjà à la fin de la 2e année, grâce à l'investissement de Pierre Cotin du Narco Club qui anime ce programme au sein de son club. Donc on a réalisé déjà 2, en tout 8, ça va être juste la diapo d'après, je crois. Donc le protocole, je vais aller assez vite là-dessus, mais si ça vous intéresse, on pourra en discuter. Donc c'est un protocole avec un comptage par cadra. Donc au sein du projet Récif Golo, il y a 3 récifs. Donc les 3 récifs vont être suivis de manière indépendante. Et également un cadra réalisé sur milieu naturel qui est vraiment adjacent à l'installation des 3 récifs pour avoir cette comparaison milieu artificiel et milieu naturel. Et ce suivi couvre vraiment tous les taxons possibles. Et on a essayé d'amener finalement le plongeur à identifier un maximum de choses, tout en limitant le risque de confusion. Donc, on est à l'espèce quand on peut aller à l'espèce, et on est au morphotype lorsqu'on ne peut pas aller à l'espèce, où le risque de confusion est trop fort. Donc déjà 8 plongées de réalisées, un peu plus de 300 cadras au total, et déjà 25 participants sensibilisés, et finalement qui reviennent chaque année. Ça, c'est pour la partie Récif Golo. En baie de Saint-Malo, on est déjà à notre 5e année de suivi participatif. C'est un bilan, je vais essayer d'aller assez vite. On a testé la variabilité intrasite de la colonisation, donc ça fonctionne bien. On voit qu'il finalement, il n'y a pas de différence. La colonisation semble, en tout cas pour le moment, similaire sur les 3 récifs, même si c'est relativement tôt pour porter des conclusions. La biomasse présente sur le Récif Golo en une année a été très importante, beaucoup plus qu'en Côte d'Émeraude. C'est assez marquant
comme résultat, en tout cas comme premier résultat. Mais pour l'instant, l'évolution semble vraiment aller dans le même sens. Et on a exactement le même schéma que mes collègues. Hein. On a eu une colonisation très forte dans un premier temps, qui a chuté lors de la deuxième année, et qui va commencer à réaugmenter avec des espèces qui vont s'installer de manière un peu plus durable. Et voilà, c'est des espèces opportunistes finalement qui laissent la place. Et on a un vrai outil d'échantillonnage, hein, donc ce récif avec l'immersion prolongée au sein de baies qui permettra, je l'espère, à terme de voir un peu des évolutions sur le long terme, et notamment d'espèces arrivées. Là, on en a parlé avec Pierre tout à l'heure, hein, le serrant, qui n'est plus une espèce méditerranéenne, hein, qu'on retrouve de plus en plus, et qui était présente encore ce week-end sur les récifs Golo. Donc voilà, c'est finalement un outil d'observation qui permet de voir des choses un petit peu arriver. Donc, en tout cas, nous, c'était un de nos objectifs. Sur le plan participatif, bah, voilà, sensibiliser, former, informer les citoyens. Donc ça, c'est en cours, hein, déjà une vingtaine de plongeurs, mais c'est ouvert. Dans la salle, il y a un plongeur qui a participé au plongée Marinef. Donc voilà, c'est des choses où ça se permet de sensibiliser aussi des gens. Avec là, à minima jusqu'à 2025, mais si le club et les clubs sont toujours d'accord et que les plongeurs souhaitent poursuivre, bah, l'idée c'est de poursuivre ça sur le long terme, puisque l'objectif est de rendre finalement ce suivi autonome financièrement, via l'investissement notamment par exemple des CODEP. C'est ce qui se passe en baie de Saint-Malo, hein, c'est le CODEP 35 qui finance la moitié des plongées des plongeurs, et qui permet de rendre finalement ce suivi autonome. Et je vais laisser la place à Michel pour conclure sur le plan pédagogique. Merci Valentin. Oui, vous avez compris que ce projet-là, c'est immersion, on s'est battu, on peut dire, on a argumenté en tous les cas pour que ce soit une immersion locale, ultra-côtière, près de Port-Lazo, parce que la détermination du point d'immersion n'a pas été simple. Je vois Pierre Piquet de la DDTM qui est là, et il a bien suivi l'affaire. Et ça a été long pour trouver le bon endroit. Nous, on souhaitait que ce soit local, parce que par ce projet aussi, on sensibilisait un peu la population à la biodiversité locale, à ce qu'on a tout près, mais aussi on rattachait ça à une approche de regard croisé sur le développement de Port-Lazo, en termes de développement raisonnable du site de Port-Lazo, qui est aujourd'hui un site où il y a énormément d'ostréiculture. Mais donc, si vous voulez, c'était un projet local. Et on souhaitait, et on a argumenté pour ça, parce qu'on aurait pu les mettre dans d'autres endroits, ces récifs. Il fallait qu'ils correspondent aussi à des contraintes scientifiques que nous avait donné le musée d'histoire naturelle. Mais bref, j'insiste sur le local. Après, bon, sur le plan pédagogique, et ben là, c'est là où on relaie. Alors, on fait des choses qui sont relativement traditionnelles. On fait des conférences en public, on fait des ateliers systématiquement après les plongées qu'anime Pierre Cotin avec son équipe, des ateliers qui permettent de montrer l'évolution de colonisation des récifs, mais aussi de sensibiliser le public, qui n'est pas forcément, à différentes espèces. On avance un peu en termes d'une manière vulgarisée, mais en tous les cas, on sensibilise les participants à cette vision un peu méconnue de la côte de l'ultra-côtier. On découvre énormément de choses. Mais on n'imaginait pas qu'il pouvait y avoir autant de diversité là où on passe en bateau, ou là où on voit des falaises ce site, parce que la bouée, on la voit des falaises. Hein. Bon, et après, on essaye aussi de sensibiliser plus spécifiquement certains publics. Les plongeurs, les pêcheurs plaisanciers. Voilà, c'est des publics qui sont spécifiques et qui ont besoin, mais aussi les élus, les professionnels, les élus, les professionnels. Bref, pour conclure, je disais qu'on tente de mobiliser, on l'a dit, hein, les récifs, souvent, c'est un moyen de mettre en synergie parfois différents acteurs, et on espère, à terme, que ce soit effectivement l'objectif de ce projet. Voilà. Merci bien.